Bonjour mes chers chocolat vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on parlera de la vie chère, on parlera avec Rodrigue Petito, ainsi que deux petites chroniques sympas avec Naïdi. Comment tu vas? Moi, ça va, hein, tranquille, comme d'habitude. Comme d'habitude, je vois que tu es très, très, très sollicité. Oui. Mais ma première question, ça fait un moment que je voulais te poser celle-là. Quel a été l'élément déclencheur pour toi pour que tu puisses te décider à mener ce combat? J'ai toujours mené toutes sortes de combats. Et j'étais dans l'Hexagone, parce que je vis entre la France hexagonale et la Martinique. Donc j'ai toujours été dans un... En plus, là où je vis en France hexagonale, c'est en frontière allemande. Donc les prix sont vraiment concurrents. Et à chaque fois que je revenais ici, j'étais toujours choqué par les prix. J'ai commencé à conscientiser sur le net. Ça fait à peu près presque 3 ans. Conscientiser un peu, qui veut dire plus échanger au début, puis après, amener ma vision aux gens, développer grâce aux gens encore que j'ai rencontrés avec des éléments que j'ai pu développer. Donc conscientiser une bonne partie. Au bout d'un moment, ça s'est imposé d'être sur le terrain, donc forcément en Martinique. Donc je suis rentré. Et puis on a mené quelques combats, hein, à savoir des gens qui avaient perdu leur terrain, d'autres personnes qui avaient été victimes de violences des forces de l'ordre, des jeunes qui avaient été victimes de violences pour des motos, des chaînes en or qui avaient été tués. On a mené plusieurs combats Pinto. Et puis au bout d'un moment, avec l'équipe qu'on a constituée au RPRAC, je leur ai parlé de mon combat premier qui est l'alimentaire. On en a discuté, on a mis une stratégie en place et puis j'ai dit bon, c'est le moment. On s'est dit là c'est le moment et puis on est parti au combat. Donc tout a commencé vraiment il y a peut-être 3 ans comme ça. Et puis la concrétisation de dire bon, mais maintenant on va partir sur l'alimentaire, ça date de début d'année. Voilà. Dis-moi, mais que penses-tu de la tournure que ça a développée en fait? C'est une bien meilleure tournure que ce qu'on aurait pu espérer. Parce que à la base, on est arrivé dans le combat, on a porté le combat sur l'alimentaire, chose qu'on fait toujours parce qu'on est resté concentré sur l'alimentaire pour ne pas s'éparpiller. Mais on a vu au fil des jours, au fil des manifestations, une autre forme de conscience s'éveiller dans le peuple. C'est le côté qui dit qu'on ne peut plus continuer comme ça. Totalement. On a atteint nos limites dans ce système-là, il va falloir qu'on se prenne en main. Et se prendre en main, ça implique de changer de statut. Ça implique d'avoir une liberté décisionnelle. C'est comme ça que j'appelle ça. Oui. Et donc, on commence à voir des gens parler d'autonomie, de responsabilité, se responsabiliser. Avoir des responsabilités, c'est forcément une autonomie. Donc, on commence à voir ça arriver et c'était pas quelque chose qu'on voulait tout de suite amener aux yeux du peuple. On voulait vraiment arracher la liberté et puis la respectabilité de se nourrir de façon respectable. Et bon, ils nous ont devancés parce qu'ils se disent que là, ils sont en train de voir que le système dans lequel on est n'est plus approprié, il n'est plus à la hauteur de l'attente du peuple. Donc, ça fait plaisir de voir que les gens sont de plus en plus éveillés, de les voir s'unir, donc faire peuple. Parce qu'on avait perdu cette notion de peuple. De toute façon, même dans la Constitution, ils avaient enlevé le mot peuple, ils avaient mis le mot population. Oui. C'était pour mieux nous fondre dans la population européenne. Mais on sait très bien que depuis toujours, on nous voit un rêve à appartenir à cette pseudo-grande nation, mais que dans le traitement, ils nous démontrent tous les jours qu'on n'est pas français. Mais bon, c'est une autre discussion. Mais en tout cas, de voir le peuple commencer à s'éveiller. J'ai envie de te dire que dans le cheminement qu'on a, je trouve qu'on a réussi à faire peuple et que ce peuple-là, il est prématuré. Il est prématuré. D'accord. Comment vous vous êtes préparé à mener ce combat? Parce qu'on ne se réveille pas et on se dit 1er septembre, on lance une manifestation. Comment tu t'es préparé à ça? Disons toi, toute ton équipe. Le net, beaucoup le net. Et tout le temps, on échangeait surtout sur le réseau TikTok. On avait des lives tous les mercredis, tous les dimanches, 4 heures de live minimum. C'est arrivé des fois qu'on faisait 8 heures de live d'affilée comme ça. Sans compter qu'on participait au live des gens, des vidéos encore pour toucher les gens, voir. On a fait un gros travail au niveau de la communication parce qu'on a vu qu'il y avait un problème, c'était la communication. Il y a une communication qui a été rompue entre les générations, entre les différentes instances, qui veut dire syndicats, peuple, travailleurs. Donc on a rétabli la communication déjà, on a appuyé sur la communication, ça nous a permis aussi de toucher la diaspora de l'autre côté des océans, la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, et je leur passe un gros big up en passant en Mayotte, parce qu'on a amené ce combat-là à la main dans la main, parce que
sur nos réseaux, on a toutes sortes de personnes, toutes sortes de provenances. Tu peux dire que vous n'avez pas vraiment eu la force de, on va dire, tous les médias. Tu peux dire qu'aujourd'hui, que la force vient de ta communauté grâce aux réseaux sociaux. Oui, franchement, bien avant de voir les médias s'intéresser aux actions directement, certains médias nous observaient, nous regardaient parce qu'ils voyaient monter la ferveur, ils voyaient venir. Parce que nous, il y a eu le moment où il fallait basculer, ça veut dire qu'il fallait sortir dans le réel et arriver dans le virtuel. Et on avait fixé un rendez-vous, on s'est dit, ben, tiens, c'est pour voir dans le virtuel, on sait combien de personnes nous suivent, mais dans le réel, on a envie de voir. Et tout de suite, ça a été carrément un choc de voir les gens qui s'étaient déplacés, les gens qui étaient là. Ça devait être un petit peu un échange, et puis un peu à l'image des meetings politiques, mais c'était un petit meeting, un échange, comme un live dans le réel. Et on a été dépassé par tout ça. On a tenu les gens en haleine jusqu'à 1h du matin, de 18h à 1h du matin. On s'est même permis de servir pain au beurre au chocolat. Donc c'était quelque chose de vraiment différent. Et c'est de là qu'on s'est dit, bon, je pense que c'est bon. La petite armée qu'on a besoin pour pouvoir amener notre revendication plus haut, on l'a. Et quand on a parlé du projet, dire, bon, eh bien, on pense qu'on va partir sur l'alimentaire, tout le monde était OK. Parce que nous, en fait, désolé comme on tient à le dire, en quelque part, on a remis au goût du jour la démocratie participative. C'est-à-dire, on nourrit une idée, on la soumet, on la fait voter par le peuple, et quand le peuple valide, on poursuit des actions qui vont dans le sens de ce que le peuple voulait. Ce qui veut dire que même là, au niveau de la table ronde de la CTM, quand on n'a pas signé, avant de ne pas signer, on a présenté ce qui nous avait été présenté au peuple. Ils nous ont dit non. On est remonté. On a dit qu'on ne signe pas parce que le peuple n'est pas d'accord. Et quand on s'est dit on doit continuer le combat, on se l'est dit entre nous. Mais on a fait le grand rendez-vous le samedi. Vous avez vu qu'il y avait des milliers de personnes. Et on leur a demandé, même si c'était évident qu'ils voulaient continuer, on leur a demandé, est-ce que vous voulez continuer? Ils nous ont dit oui. Aujourd'hui, on est sur la deuxième vague du combat. Donc, c'est un assortiment de tout ça qui fait que je pense que c'est un peu plus pertinent. Sans vouloir être... voilà, c'est un peu plus pertinent. Quel est ton point de vue face au CRS qui tabasse nos compatriotes innocents? C'était nos théories de dire que ça n'a jamais été des forces de l'ordre, que c'est les forces du désordre. Je pense que nos théories sont vérifiées, sont appuyées par leur action. Il n'y a qu'à voir que hier, moi je ne crois pas au hasard. Hier, à 2 lieux différents, ils s'en sont pris à 2 jeunes qui étaient 2 personnes en situation de handicap. Ils les ont molestés, frappés, vidéo à l'appui. C'était 2 handicapés. 1, on veut bien. 2, c'est pas un hasard. Dont 1, pendant qu'il le frappait, ils étaient en train de lui dire « Ça fait quoi de se faire taper, petit nègre ?» Est-ce que vous en êtes sûr? Certains. Quand j'ai confronté la chef d'escadron, ce que tu veux, à la vidéo de celui qui se faisait molester et qui l'écrasait avec son pied, la vidéo était parlante, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pouvait me dire de cette vidéo, elle était filmée. Elle m'a dit que l'officier a posé son pied accidentellement. Ça veut dire qu'une telle mauvaise foi démontre de la méchanceté, du côté inhumain de ces gens. Sachant qu'il y a de ça plus d'une 50aine d'années, ils s'étaient déjà rendus ici, où ils ont tué, et ils sont repartis tranquillement en toute gloire. Et ça s'est super bien passé. Nos élus du temps passé avaient voté une motion qui interdisait à ces gens de mettre les pieds ici. Ça veut dire de les faire revenir. On a violé la mémoire de ces gens qui ont perdu la vie. On a violé le deuil des familles qui ont perdu ces gens. On a manqué de respect totalement aux élus qui avaient pris cette décision forte. Ils ont dérespecté tout le peuple. Et en les laissant faire, en les laissant encore être ici, ils sont simplement en train d'essayer, je dis bien essayer, de nous démontrer qu'on n'est pas chez nous, mais on est chez nous ici. Et c'est important de le comprendre. Est-ce que tu as un message pour tous ceux qui ont perdu leur travail? Franchement, pas simplement ceux qui ont perdu leur travail, mais ceux qui sont impactés par tout ce qui est en train de se passer là. Parce que c'est simple de dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais il y a une réalité quand même, il y a des gens en souffrance derrière ça.
Et quand je dis ça, je pense à l'espace Emma Ventura. C'est déjà un endroit où des gens qui ne sont pas au sommet monétaire qui sont là-bas. Hein, c'est des gens qui n'étaient pas vraiment forts monétairement, qui se retrouvent à vieillir là-bas. Il y a tout ce qui se passe la nuit, les affrontements qu'il y a. Ben, le personnel et les résidents sont sujets aux grenades lacrymogènes, aux détonations. C'est des gens quand même qui ont une certaine peur. Donc on pense fortement à eux. Et ça, c'est des choses que malheureusement, on ne peut pas contrôler, des choses qu'on ne peut pas calculer. Mais je veux dire que tout ce qui est en train de se passer là n'est pas fait dans le but de créer un chaos. C'est fait pour un avenir bien meilleur. C'est fait justement pour que ceux qui arrivent n'aient plus jamais à subir ça. Mais est-ce qu'on l'aura? On l'aura, mais bien sûr. On ne serait pas rentré dans un combat si on n'était pas sûr de... La victoire, on l'a déjà. On est en train de se battre pour quelque chose qui nous appartient déjà, la liberté. En fait, il suffit juste de l'affirmer. Ce qui est dommage, c'est que sur les réseaux sociaux, ce qui ressort, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'ils essayent de vous, pas user, mais tu vois, de vous fatiguer. Je vous la montre. Exactement, en mode septembre, octobre. Peut-être que d'ici là, vous allez baisser les bras et la vie reprendra avec le même coup. Et tout ceci sera derrière. Donc, comment toi, tu le vis en te disant que chaque jour qui passe, il n'y a rien de positif? C'est-à-dire, tu n'as pas reçu un appel. Oui, mais ce qui nous manque, on ne l'obtient pas. Tu vois? Mais il y a une démarche, il y a un cheminement. Il faut le faire. Oui. J'en tiens pour preuve, tout le monde le dit, pas simplement en Martinique, mais autour, même dans l'Hexagone, c'est historique. De voir tous ces messieurs devant la table, dans l'obligation de rendre des comptes à la population. Surtout devant les yeux de la population, c'est historique. C'est quelque chose de positif. Oui. Qu'on n'ait pas encore eu le tout alimentaire et l'alignement au prix de la France hexagonale, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas. Pour le moment, ce n'est pas encore fait. J'en tiens pour preuve que le jour où on est rentré à la CTM, tout le monde était en train d'applaudir, je leur ai dit, nous ne sommes qu'au préliminaire. On n'a rien encore gagné, le combat sera encore long. Je le savais. Mais on a réussi à démontrer que nos élus sont arrivés à la limite de ce qu'ils pouvaient. Tout à fait. Et ça, il fallait que tout le monde en prenne conscience. Donc, on a réussi à démontrer, à faire la preuve A plus B que nos élus n'ont pas assez de pouvoir pour solutionner nos problèmes. Donc, aujourd'hui, preuve faite, on demande à ce que le ministre puisse se déplacer. Bon, on a eu une réponse qui dit qu'il ne se déplace pas sous la pression. Mais j'ai envie de vous dire, nous sommes, nous, sous pression, depuis des siècles. Et est-ce que le ministre devrait se permettre une telle réponse quand on voit l'état d'urgence que nous vivons? Bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas le protocole de fonctionnement des ministres, donc je ne vais pas juger, je ne vais pas jeter la pierre. C'est ça. Mais je trouve quand même affligeant de savoir que le système qui tient en place, les élus quand ils sont en place, c'est grâce au peuple. Et que quand un peuple réclame à ce qu'on solutionne son problème, lui répondre qu'on n'agit pas sous la pression, c'est un manque de respect. Si l'État au plus haut manque de respect au peuple, on ne peut pas s'attendre à mieux de ceux qui se trouvent en bas de l'échelle de l'État. Donc le préfet. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais au niveau du peuple, on a réussi à leur démontrer que, regardez, ceux pour qui on a voté, ceux qui ont leur mandat qui sort de nos poches, regardez qu'ils ne sont pas capables de nous représenter. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un combat où c'est le peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, nous faisons nous-mêmes. À quoi nous servent-ils? C'est bien d'amener le peuple à cette conscience-là. Donc, ça, on l'a fait. Ça, c'est gagné. Aujourd'hui, charge à la République française de nous démontrer qu'on est français. En alignant les prix sur la France hexagonale et en le faisant sur le tout alimentaire. Parce qu'ils nous ont dit, ils l'ont écrit, que la France est libre, et une et indivisible. Donc, on a la libre circulation. Mais on doit aussi pouvoir se nourrir de façon une et indivisible. On croise les doigts. Pourquoi sur l'alimentaire, on va nous démontrer qu'on n'est pas français? Charge à eux d'équilibrer, de dire, oui, vous êtes français, donc nous allons faire le nécessaire. S'ils n'arrivent pas à le faire, nous allons prendre nos responsabilités. Okay. Que penses-tu de M. Dobota? Jusqu'à dernièrement, oui. C'était quelqu'un qui était au sommet de mon estime. J'en tiens pour preuve, oui. Il n'y a pas si longtemps, pendant plus de 2 ans, ma photo de profil WhatsApp, c'était la photo d'Élie Domota. Donc c'est pour vous dire, moi qui ne suis pas fanatique personne,
Sur mon WhatsApp, non, sur mon Facebook. J'ai un Facebook. Alors, c'est pas un Facebook au nom de Rodrigue Petito, parce qu'il y a un mec qui a pris ma photo, d'arnaquer plein de monde. Hein, bon, lui, il a saisi la balle au bon, il se fait plaisir. Hein. Il m'aurait pas de plainte à la missile. Bon, c'est pas grave. J'ai un Facebook qui n'est pas à mon nom, mais que ce Facebook-là, je peux donner la preuve que quelqu'un va aller regarder. On va voir Elie Domota avec tous les éloges qu'il y a autour. Et puis dernièrement, j'ai entendu qu'il est sorti de son silence, parce que ça fait un moment qu'il est dans le silence, où il s'exprimait sur une radio, où il disait que non, les APRAC, qu'il ne veut pas avoir affaire avec nous parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas de syndicats. Bon. Jusque-là, je n'avais pas encore de mauvaises pensées envers lui. Parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que nous, on a dit sans syndicat. Comme on n'est pas entré dans le détail de ce qu'on disait, je peux comprendre que son ego ait pris un coup, et puis qu'il pense ça. Sachant que quand je suis arrivé au pays, on m'avait donné son numéro, j'ai essayé de le joindre inlassablement avant que le AirPack n'existe, et qu'il ne m'a jamais répondu. Mais là aussi, j'ai pas joué d'ego, c'est pas grave, parce que surtout aujourd'hui, comme je suis là, je comprends mieux qu'on peut avoir un téléphone et qui sonne tellement qu'on le regarde pas. Donc je lui en veux pas de ça. Et puis, dans la foulée de ce qu'il a dit, on a dû se rendre en Guadeloupe pour une réunion qu'il y avait, puisqu'on a l'antenne AirPack en Guadeloupe, qui est présidée par Mercedes, et dont le porte-parole est Ludovic Tolassi, de Moon. Donc ils avaient leur dernière réunion, on s'est rendu là-bas, et quand on s'est rendu là-bas, alors je sais qu'il y a des frictions entre eux, auxquelles je ne prends pas part, parce que je ne vis pas en Guadeloupe, je ne suis pas guadeloupéen, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Je sais que j'ai entendu des échos qu'ils ont des petites frictions. Et on fait une émission sur Canal 10, l'émission se passe super bien, et le présentateur et puis le caméraman me dit, mais pourquoi t'as jamais appelé Elie? Puisque je dis, si, je l'ai appelé, mais je l'ai jamais eu. Il me dit, mais non, je serais... Je dis, ok, pourquoi pas? Et il appelle. Quand il appelle, le gars lui dit, ah, j'ai quelqu'un qui veut te parler là. Mais lui dit, ok, c'est qui? Il lui dit, ah, mais c'est le R. Ah, non. M'en parlez pas, m'en parlez rien qu'à dit. Le gars lui dit, mais. Why? Pourquoi? Il dit, non, m'en parlez rien qu'à dit, m'en pas qu'à. Et fin, et il raccroche. Donc, quand j'analyse ce truc dans ma tête, je me dis, en admettant, parce qu'on ne se connaît pas, en admettant que c'est parce que tu as un problème avec Tolassi. Tu prends le téléphone, je me dis, écoute bonhomme, j'ai pas de problème avec toi, mais bon, tu fonctionnes avec des gens pour lesquels je ne veux pas m'approcher. Peut-être qu'un jour on aura la chance de se croiser, mais pour le moment, je préfère rester dans mon coin. Tu es un bonhomme. Oui, voilà. Tu refuses pas simplement sans savoir ce qu'on a à échanger. Ou sinon, tu prends le téléphone, je me dis, tes déclarations m'ont dérangé, et comme tu as dit que tu ne veux pas avoir de syndicat, mais au moins on communique. Parce que la communication, c'est la base. Au moins on communique. Oui. Mais quand tu fais une fin de non-recevoir comme ça, j'ai trouvé ça, pour la personne que j'admirais tant, j'ai trouvé ça un peu petit. Un peu. Mais là encore, dans ma réflexion, parce que moi-même, j'aime bien réfléchir sur moi-même, j'ai compris aussi que c'est pas la personne que je portais tant. C'est l'énergie qu'il dégageait, qu'il incarnait. Cette énergie pour son peuple, le vouloir faire pour son peuple. C'est là que j'ai compris que s'il voulait faire pour son peuple, peut-être qu'il aurait discuté avec nous. Donc que la personne, j'ai une opinion défavorable à partir d'aujourd'hui, mais que l'énergie, je la garde positive. Donc, il a fait un travail qui est considérable, un travail qui est lourd, un travail impressionnant, remarquable. Je garde le meilleur de ça. Et la personne elle-même, si un jour on se croise, il va peut-être me dire ce qu'il a à me dire ou pas. Si on se croise pas, je resterai sur le fait que, bon, ben voilà, on peut accomplir des choses magnifiques. Et puis, en tant qu'être humain, bon, avoir peut-être un peu, comme tout le monde, des faiblesses. Donc, il a peut-être eu une faiblesse d'orgueil. Voilà. Quand nous avons été invités, il y avait des élus invités, beaucoup, dont le Rassemblement national, qui est incarné par un Tolassi, député du Rassemblement national, député européen. Et les autres élus, il y en a certains qui sont venus, d'autres pas. Il y avait Olivier Serva, il est venu. Et quand tout ça se termine, il y a le député européen du Front National qui me demande à faire une photo. Je dis ok, je fais une photo avec lui. En faisant la photo, je lui dis, cette photo, elle va faire une grande polémique. Il me dit, ah bon, je dis, elle va faire une grande polémique. On fait la photo. Elle n'était pas encore terminée, qu'il y avait déjà une très grande polémique qui va jusqu'à maintenant. Mais moi, lorsqu'on m'a demandé, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai échangé avec cette personne, j'ai vu un Guadeloupéen prêt à se battre
pour la Guadeloupe. La preuve en est, pendant qu'il faisait la photo avec moi, ses homologues en France étaient en train de dire que j'étais un terroriste et qu'il fallait me judiciariser. Donc ils étaient en inadéquation avec ce que lui il disait sur le terrain. Donc, moi, j'ai parlé à un Guadeloupéen. Et quand je vais sur le terrain ou au QG, tout le monde vient me demander à faire des photos, on fait des photos. Je leur demande jamais s'ils sont du Front National, du LR ou du... Donc, j'ai fait la photo avec un Guadeloupéen. J'ai pas été au siège du Front National, faire la photo avec le Front National. Il y a trop de petites choses qu'on prend pour essayer de créer de la division. Il y a trop de petites choses qu'on crée de la division et je pense que c'est ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, on nous a toujours séparés. Ça, c'est jouer le jeu du coulant. Il faut arrêter de jouer le jeu du coulant. Si demain, le Front National m'invite sur un plateau, je n'irai pas. Ok. Parce qu'ils développent des idées qui ne sont pas les miennes. J'estime qu'on n'a pas échangé. Mais si on m'invite sur un plateau où il y a un représentant qui est là, c'est le jeu de l'échange, j'y serai. Très important pour Rodrigue de pouvoir clôturer avec toi. Beaucoup de personnes... L'interview. Oui. Non, vous avez clôturé avec moi. Non, on te garde, on te suit, on est là avec toi. Beaucoup de personnes, je vois te suivre sur les réseaux quand tu fais des lives, vraiment chapeau. Hein. Je peux même pas compter si c'est des 8K, des 9K, il y a tellement de personnes qui te suivent. Et pourtant, lorsque je me déplace lors des manifestations, je ne vois pas vraiment la moitié de ce que je vois connecté sur les réseaux. Pourquoi tu penses que la population ne suit pas le combat physiquement? C'est vrai que les gens t'envoient du love, mais ils ne se déplacent pas. Et moi, j'ai l'impression que si on était plus nombreux lors des manifestations, ça aurait été plus positif. La façon dont tu vois les choses, il n'y a pas si longtemps, je voyais encore comme ça. Sauf que dans la réalité, dans la pratique, c'est pas ça. La preuve en est, tu as une armée qui part en guerre. Est-ce que le général est debout au milieu du champ de bataille? Non. Est-ce que ceux qui sont dans la logistique sont debout au milieu du champ de bataille? Non. Est-ce que les familles qui soutiennent sont au milieu du champ de bataille? Non. Le président non plus n'est pas au milieu du champ de bataille. Sur les réseaux englobent tout le monde. Oui. Soldats, militants, théoriciens, tout ce que tu veux. Et le terrain voit arriver les soldats. Ok. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas reprocher à ceux qui sont en France hexagonale de ne pas être sur le terrain quand on est au combat. C'est sûr, ils sont en France. Voilà. Leur place, c'est derrière les écrans. Regardez qu'est-ce qui se passe. Reposter les vidéos, republier, diffuser la parole. Okay. Eux, c'est leur place. Ceux qui ne viennent pas se mettre debout avec nous devant les magasins ou quand il y a des points de blocage, c'est ceux que tu vas voir passer et te dire je ne peux pas être là, mais par contre, ils vont te donner des packs d'eau, ils vont t'amener des baguettes. Très bien. C'est la logistique. Chacun est à sa place. Okay. Et samedi, là où il n'y a pas de blocage, où il n'y a pas de violence, où c'est de l'échange, là, tu peux voir la totalité du peuple qui soutient. C'était beau samedi. Oui. Oui. À chaque fois que tu vas faire un rassemblement comme ça, tu verras tout le monde. Et quand on part en guerre, ben, tu verras les soldats sur le terrain de guerre. La logistique sera là où elle doit être. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au début de nos actions, quand on était sur le terrain de guerre, on avait peut-être 20, 30 personnes maximum. Ouais. Aujourd'hui, comme quand je suis passé tout à l'heure à Monsieur Bricolage, tu vas avoir une cinquantaine, soixantaine de personnes. Tu vas te dire, bon, ils sont pas beaucoup, 50, 60. Oui, mais à Casse-Pilote, il y en a encore peut-être 80. C'est notre histoire, c'est sûr. À Saint-Joseph, ah oui. tu en as encore peut-être 80. Mm-hmm. À Ducos, tu en as encore 30. À Terre-Saint-Ville, tu en as une cinquantaine. À Sainte-Thérèse, tu en as une quarantaine, compte. En tout cas, ceci dit que beaucoup d'habitants de ces secteurs-là ne comprennent pas trop pourquoi que près de chez eux est barré. Tout le monde pense qu'il faudrait aller barrer ailleurs, tu vois, ne pas nommer de nom. Tu sais, on va te dire qu'il ne faut pas barrer à Sainte-Thérèse. Quand tu vas barrer au Gourmand, on va te dire qu'il ne faut pas barrer au Gourmand. Quand tu vas barrer à Casse-Pilote, on va te dire qu'il ne faut pas barrer à Casse-Pilote. Quand tu vas barrer... Où est-ce qu'on va barrer? À Sainte-Lucie? En Dominique? Comment ça va au monde? On barre là où c'est pertinent. Là où il y a des forces, on barre. Tu vas se faire au monde. Okay. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que tu ne vas jamais faire 100% de l'accord, comme tu ne vas jamais faire 100% de heureux. Même si ce que tu fais est parfait.
C'est comme ça, c'est comme pour l'esclavage. Il y a eu des nègres de maison qui ont balancé des nègres marrons qui voulaient faire en sorte qu'on soit libre. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Ce serait trop facile si tout le monde était d'accord. Si tout le monde est d'accord, il y a un piège. Donc là, c'est où le rendez-vous? Quelle est la date? Ben, normalement, on va confirmer ça sur les réseaux. Normalement, vendredi, il y aura une grande marche avec tous les syndicats et toutes les instances religieuses. D'accord. Vendredi matin. Et puis, à partir de cette marche, Mystery Bulldog. Donc, mes chocolats vanille pralinés, c'était tout pour nous. On remercie Rodrigue qui a fait le déplacement. Ce n'est pas évident. Monsieur est très, très, très demandé. Non, c'est moi qui vous remercie, franchement. Et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.